Bien, bonjour. Donc je vais essayer d'être assez brève. D'abord de vous dire pourquoi est-ce qu'on est intéressé par l'imagerie directe des exoplanètes. Daniel en a quand même parlé pas mal déjà. Quels sont les défis associés? Quels sont les résultats actuels? Alors, contrairement au cas des vitesses radiales et des transits, nous n'avons pas encore détecté énormément de planètes en imagerie. Donc, on travaille quand même encore beaucoup sur les cas individuels et on fait un petit peu de statistiques. Et aussi, je vous montrerai les implications que ces quelques cas qu'on a détectés ont sur notre connaissance de la formation des systèmes planétaires. Et je vous parlerai bien sûr du futur. Alors, les limitations des méthodes indirectes, dont on vient d'entendre parler maintenant, l'accès, on l'a vu, les vitesses radiales aussi bien que les transits permettent de détecter des planètes à relativement courte période, enfin ce que nous on appelle relativement courte période, c'est-à-dire moins de 10 ans typiquement. Là, vous avez Ça fait rire Magali parce qu'elle, une courte période, c'est 3 jours. Et nous, c'est 1 an, c'est 10 ans. Alors, donc vous voyez les détections qui ont été faites par les vitesses radiales en vert, les transits, les croix noires, et vous avez les planètes du système solaire, les ronds jaunes. Et vous voyez que, en particulier, les planètes géantes du système solaire ne sont pas encore détectables, sauf Jupiter. Et encore, il faut long. Pourquoi? Parce qu'il faut observer au moins sur une période. On a aussi des limitations sur les faux positifs dont Magali a parlé en transit, donc des sources de confusion. On a une incertitude dans les vitesses radiales sur les masses mesurées, puisqu'on ne mesure pas la masse, mais on mesure une valeur inférieure, une limite inférieure à la masse, ce qu'on appelle l'incertitude du V sinus. Et il y a un bruit stellaire dont Michel a parlé, qui impacte les limites de détection des planètes de faible masse. Donc, pourquoi l'imagerie des exoplanètes? Pour accéder d'abord aux planètes à ce qu'on appelle donc les grandes périodes, donc des planètes de période supérieure à 10 ans, typiquement supérieures à des séparations au-delà, disons, de 5 unités astronomiques de leur étoile. Ceci est indispensable pour étudier l'architecture complète des systèmes, et en particulier en couplant les méthodes indirectes et les méthodes en imagerie. C'est la seule méthode pour accéder à une vision complète des systèmes planétaires. Donc, c'est la seule façon aussi qui nous permet d'accéder à la fraction d'étoiles à planètes. C'est aussi utile pour étudier la diversité des systèmes planétaires et la formation et l'évolution de ces systèmes. Comme on a accès directement aux photons des planètes, on mesure les photons qui nous arrivent, on a une identification rapide. En fait, il nous suffit typiquement de 1 an pour identifier une planète. Il nous faut plus, bien sûr, pour la caractériser complètement. Un autre avantage, c'est qu'on peut regarder à peu près toutes les étoiles. On n'a pas de problème d'activité stellaire ou d'âge des étoiles, comme on peut avoir avec les méthodes indirectes. On peut accéder aux paramètres orbitaux. On peut accéder aussi aux propriétés physiques des planètes, leur luminosité, leur température, leur masse. On peut enfin étudier les atmosphères des planètes non chauffées par les étoiles, contrairement aux planètes détectées par la méthode des transits, qui, elles, sont chauffées par les étoiles. À terme, on pourra peut-être détecter des signes de vie et faire la cartographie des planètes dans un futur un peu plus lointain. Alors, les défis maintenant, Daniel Rouen en a déjà parlé. Nous devons détecter des petits corps peu lumineux à la proximité des étoiles brillantes. Là, j'ai fait un schéma de la Terre et de Jupiter tel qu'on les verrait si le Soleil était à 10 parsecs de nous. On a 2 problèmes, donc la proximité à l'étoile et le contraste qui est de plusieurs centaines de millions à plusieurs milliards par rapport à la luminosité solaire. Alors voilà une image obtenue au VLT d'une étoile quelconque et on a mis notre système solaire à l'échelle. Donc voilà, c'est le défi qu'on a à relever si on regarde un système solaire
autour d'une étoile proche. Donc vous voyez que là, la lumière de l'étoile, c'est pas un point, c'est un halo de points. On appelle ça un halo de speckle en anglais, excusez-moi de l'anglicisme. Et on voit que la lumière des planètes est complètement noyée dans la lumière des étoiles une fois qu'elles arrivent sur le télescope. Donc, je reprends mon étoile. Donc, les défis à relever, c'est d'abord corriger des perturbations atmosphériques qui sont à l'origine de cet étalement de la lumière des étoiles sur le détecteur. Les perturbations atmosphériques agissent donc comme quelque chose qui va brouiller les images. Donc, il faut corriger. Daniel en a parlé. C'est l'optique adaptative qui va faire ce travail. Et ensuite, il faut encore bloquer la lumière stellaire et corriger toutes les aberrations statiques du système optique que l'on utilise pour arriver à enlever le maximum de lumière résiduelle de l'étoile. C'est vraiment ça qui va être notre principal défi, c'est enlever la lumière des étoiles pour voir la petite planète. Alors donc, Daniel vous a déjà montré un des points clés de nos instruments, c'est l'optique adaptative qui est constituée de trois grosses parties, trois gros systèmes si vous voulez. Là on a la lumière qui arrive, on dit que le plan d'onde est distordu. Avant d'arriver sur le télescope, on a un système qui va analyser la lumière arrivant des étoiles et il va l'analyser assez vite. Un système qui va, à partir de cette analyse, va calculer le contrôle qu'il faut faire à un petit miroir qu'on appelle miroir adaptatif, dont Daniel a montré des images tout à l'heure, qui va s'adapter aux perturbations atmosphériques, à la variation des perturbations atmosphériques et qui va restituer un front d'onde corrigé. Et c'est ainsi qu'on aura une image correcte. Alors, si j'arrive, voilà. Là, sur l'image, là, je vais vous montrer l'effet d'un front d'onde. Donc ça, c'est le front d'onde incident qui arrive, qui est extrêmement perturbé. Et vous allez voir ce qu'on a sur le détecteur si on ne fait rien. Et ici, vous allez voir le front d'onde une fois passé par le miroir de correction et l'image que l'on a au final. Donc voilà, vous voyez dans chacun des cas. Alors l'atmosphère varie sur des échelles de temps très courtes, hein, c'est sur quelques millisecondes. Et donc il faut évidemment faire à la fois recueillir la lumière rapidement, faire l'analyse rapidement et corriger rapidement. Moyennant quoi, on arrive à concentrer énormément la lumière d'une étoile, vous voyez, ici, par rapport à cette configuration-là. Alors, je vous ai dit, il faut aussi occulter la lumière des étoiles qui va se faire en utilisant les coronographes dont Daniel a déjà parlé tout à l'heure et en utilisant des petites astuces supplémentaires qui sont par exemple l'imagerie angulaire différentielle où là on va essayer une fois qu'on a utilisé l'optique adaptative, le coronographe, on va encore essayer d'enlever des speckles résiduels. Alors, je reviendrai dessus tout à l'heure si j'ai le temps. Les deux premières générations d'optique adaptative, donc la génération des années 90, étaient vraiment les premiers systèmes d'optique adaptative qui ont été amenés sur le ciel grâce à Pierre Léna, qui a vraiment développé ça pour l'astronomie au sol. Donc sur les télescopes de 3,60 m au Chili, avec les performances de ce moment-là, il n'était pas possible de détecter des planètes, mais on pouvait détecter des systèmes binaires, comme vous voyez ici, système non corrigé, système corrigé, deux étoiles binaires très vite vues. Ici, avec le système NACO qu'on a installé au Chili en 2001 sur un télescope de 8,20 m du Very Large Telescope, c'est avec ce système-là, donc vous voyez, boucle ouverte et maintenant boucle fermée, vous avez une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Donc avec ce système qui était nettement plus performant que le précédent, sur un télescope plus grand également, on a pu détecter les premières planètes et beaucoup de disques de poussière au sein desquels les planètes se forment et évoluent. Oui, c'est pas ça que je voulais faire, mais ça fait rien, on s'en lasse pas. Un exemple qui vous montre la puissance de la correction d'optique adaptative, en fait, ce sont les deux mêmes systèmes
que l'on voit ici observé au télescope de 3 mètres 60 de l'ESO avec le premier système, donc Adonis. Vous voyez ici un petit compagnon, il faut vraiment y croire pour faire confiance pour y croire, mais n'empêche que le compagnon était bien là. Et voilà le même compagnon détecté très très rapidement avec NACO sur le VLT. Vous voyez, il est très très bien séparé, il sort du halo, alors que là, il ne sortait pas. Alors maintenant, l'imagerie directe des exoplanètes que l'on a faite depuis 10 ans, depuis que on a eu l'instrument NACO sur le ciel au Chili et d'autres collègues sur d'autres instruments sur des très grands télescopes, nous avons réalisé les premiers relevés systématiques de recherche de planètes autour des étoiles. Alors nous nous sommes d'emblée dirigés vers les étoiles jeunes. Pourquoi ? Parce que les étoiles jeunes ont l'avantage, si elles ont des planètes, d'avoir des planètes jeunes. Et les modèles nous disent qu'une planète jeune est beaucoup plus chaude qu'une planète froide. En fait, les modèles de formation des planètes nous disent qu'une fois que la planète est formée, sur une dizaine, une cinquantaine, éventuellement une centaine de millions d'années, la planète va se refroidir, mais on part de très chaud. Donc ça, c'est un avantage et on va détecter la lumière émise par les planètes. On va bien sûr prendre des étoiles proches pour avoir la meilleure résolution angulaire possible. Et voilà les premiers résultats qu'il y a eu sur des corps de masse planétaire que l'on a fait dans les années 2004-2005. Donc le premier objet intéressant que vous voyez là, ceci est un corps d'à peu près 5 masses de Jupiter. À l'époque, on avait annoncé 5 à 8, mais il est plutôt vers 5, qui orbite non pas autour d'une étoile, mais autour d'une naine brune. Donc la question se pose avec les définitions de l'EAI, a priori, ce n'est pas une planète, puisque c'est une naine brune, mais quand même, c'était le premier corps en orbite qu'on trouvait autour d'un astre autre que le Soleil. Oui, c'est 5-8, mais ce n'est pas une étoile, l'objet central, c'est une naine brune. Donc, mais je pense que cet objet est extrêmement intéressant parce qu'il pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on appelle une planète et est-ce qu'on veut garder les définitions actuelles des planètes. Il y a vraiment tout un questionnement autour. À peu près au même moment, on a détecté ce petit point lumineux ici que vous voyez autour d'une étoile. Alors là, on est à peu près à 50 unités astronomiques, donc en gros à peu près au niveau de l'orbite de Pluton. Et là, on est à 250 unités astronomiques de l'étoile. C'est un corps qui est à la transition entre ce qu'on appelle les planètes et les naines brunes, qui fait à peu près 13 masses de Jupiter. Et du coup, de ces deux objets qui étaient vraiment les premiers détectés autour de masse planétaire détectés autour d'autres astres que le Soleil, ça a posé la question de la nature de ces compagnons, de leur processus de formation et est-ce qu'il y a éventuellement une évolution dynamique. Parce que ce corps-là n'a pas pu se former comme les planètes dont on a parlé tout à l'heure en vitesse radiale, ce qu'on appelle par accrétion de gaz sur un noyau rocheux. On pense plutôt qu'il s'est formé à la manière d'un système double, en fait, d'un système stellaire double, sauf que les masses impliquées sont plus petites. Le corps de gauche, là, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas expliquer une formation in situ par l'accrétion sur un corps rocheux. Donc, est-ce qu'il s'est formé d'une autre manière qui pourrait être l'effondrement gravitationnel d'un disque à cette distance-là, ou bien est-ce qu'il s'est formé plus tôt et il a été éjecté gravitationnellement, perturbé par la présence d'un corps plus massif? Cela dit, on n'a pas encore vu ce corps plus massif. Donc ça, c'est une vraie question qui a été soulevée pour la première fois par ces observations. Ah, ouh là là, ça va pas du tout. Oui, mais parce que moi, vous m'avez donné 30 minutes. Alors, oui, je ne savais pas. Donc, les étoiles, une deuxième étape a été franchie dans les observations des planètes, où là, on a observé des objets qui correspondaient plus à ce qu'on attendait parce qu'ils sont plus près et moins massifs. Alors, le premier système que l'on a observé, un des premiers systèmes détectés, c'est autour de 87-99, un système de 4 planètes extrêmement intéressant, et pour lesquels des masses de 8 à peu près masses de Jupiter à 10 ont été estimées. Et en fait, je vais passer là-dessus, mais pour vous dire que quand on observe des planètes,
En imagerie directe, on détecte des photons, mais il faut remonter à la masse et à la température effective. Et ça se fait par l'intermédiaire de modèles. Et ces modèles eux-mêmes ne sont pas calibrés parce qu'il n'y a pas eu d'observation jusque-là. Donc il faut faire attention. Les modèles, les masses qu'on calcule sont dépendantes des modèles en général et dépendent de l'âge des systèmes, dépendent très fortement de l'âge des systèmes. Et ce cas-là est très intéressant parce que c'est un système à 4 planètes et c'est des études dynamiques qui permettent de finalement fixer le mieux possible la masse des planètes pour que le système soit stable. Alors, je vais passer rapidement sur les capacités d'études de spectroscopie et de caractérisation des planètes sur les étoiles, sur les planètes. Alors, celles qui sont les plus proches, en fait, on n'a pas de spectroscopie, on a juste des informations très parcellaires. Et on a commencé à avoir des éléments sur la composition chimique de ces planètes, l'eau, le monoxyde de carbone présent dans l'atmosphère de ces planètes. Je vais passer maintenant à l'exemple de Beta Pictoris B, que l'on a détecté sur des images qui dataient de 2003. Vous la voyez ici telle qu'on l'a observée en 2003. Quand on a fait l'analyse des données, on a essayé tout de suite de réobserver l'étoile. C'était quand même quelques années après. Et on ne l'a pas vue. Il a fallu attendre l'automne 2009 pour la retrouver ici. En fait, la planète était passée derrière l'étoile. Et ce qui est intéressant avec cette planète, qui fait à peu près une dizaine de masses de Jupiter, c'est qu'on avait prévu son existence plus d'une dizaine d'années avant, grâce à divers critères dont je n'ai pas le temps que j'ai pas le temps de commenter là maintenant, mais on avait vraiment prévu l'existence d'un compagnon. Là, même si j'ai un peu pas trop de temps, je vais quand même vous montrer parce que c'est quand même le seul objet pour lequel on voit. Bon, c'est le seul objet pour lequel on voit c'est dommage. On voit vraiment, on a récupéré, évidemment, on a suivi cette planète depuis 2003 et on voit la planète, c'est la seule planète autour d'une étoile autre que le Soleil que l'on voit tourner autour de son étoile. Là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et le fait de pouvoir suivre l'orbite nous a permis d'améliorer ses caractéristiques. On a pu aussi voir de l'eau, du CO2 et beaucoup de poussière autour de son étoile. On a aussi mesuré la durée du jour sur cette planète. Cette planète est en rotation très rapide. Elle tourne pratiquement en 8 heures. En couplant l'imagerie et les vitesses radiales, alors là, il s'agit de coupler, on a 1000 points de vitesse radiale. On a pu déterminer la masse dynamique de la planète, c'est-à-dire sa vraie masse. Et on voit que ça colle très bien avec les modèles. Donc, ça veut dire probablement que les modèles sont un peu à revoir. Ça, j'en ai parlé déjà. Un autre exemple de détection, une petite planète, 4-5 masses de Jupiter à 50 unités astronomiques qu'on a faite l'année dernière. Vous voyez le petit point là, qui est quand même assez difficile à voir. Là, vous voyez diverses images. Il faut vraiment, c'est un travail très, très, pas forcément facile pour détecter ces petites planètes. Et pourtant, on est déjà à 4-5 masses de Jupiter. Ce qui est intéressant dans ce système, c'est qu'il est entouré d'un disque, comme les autres planètes, comme les autres systèmes qu'on a vus d'ailleurs. Mais dans ce disque, il y a un trou interne et les modélisateurs nous disent qu'il y a vraisemblablement, en plus de la planète B qu'on a détectée, d'autres planètes un peu moins massives autour de l'étoile. On ne les a pas encore détectées. Et ces planètes seraient à l'origine du trou dans le disque. Alors, je vais maintenant avancer. C'est un panorama de ce qu'on a actuellement détecté comme planète. Là, vous voyez un petit cas sympa aussi, qui est une planète en orbite circumbinaire autour d'une étoile, à une 50aine d'unités astronomiques aussi. Et voilà. Et si je fais le bilan des planètes détectées en imagerie, enfin de tout ce qui est appelé planète détectée en imagerie, sauf il y a beaucoup de choses qui sont appelées planètes détectées en imagerie, mais là vous voyez, si on se réfère à la masse, à la définition de l'UAI, on s'arrête ici. Tout ça, ce sont plutôt des naines brunes. Et vous voyez au passage que nous, des naines brunes, on en détecte pas mal, et on en détecte à toutes les séparations, jusqu'à quelques 4-5 unités astronomiques. Donc nous, on n'a pas de désert de naines brunes en fait. Alors maintenant, si je regarde juste les planètes autour des étoiles, pas des naines brunes, et de masse plus petite que 20 masses de Jupiter, on voit des choses qui commencent à être intéressantes. On a encore une très petite statistique, hein, comme je le disais, c'est qu'on ne voit pas beaucoup
de naines brunes quand même à des séparations proches, ce qui explique peut-être qu'on n'en a pas détecté tant que ça en vitesse radiale. On en voit à des séparations plus lointaines. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas de petites masses, alors qu'on pourrait les détecter à des très grandes séparations. Là, on n'a rien ici, mais ça, c'est un biais de détection, c'est qu'on n'est pas encore capable de les détecter, mais on va les détecter, on espère bien. Donc, les conclusions maintenant que l'on tire de tout ce qu'on a observé, c'est qu'il existe des planètes à grande séparation, géantes. Le processus de formation des planètes géantes sont au moins bimodaux. Oui. Il y a sans doute des processus dynamiques qui expliquent la grande séparation des planètes. On a observé des naines brunes et assez grande quantité. Les planètes géantes se forment rapidement puisqu'on les voit et ces objets sont jeunes. Elles sont chaudes, 1100, 1000 K à peu près, 1000 degrés Kelvin. Les planètes sont complexes, leur atmosphère est complexe, il y a des poussières, du gaz, et elles sont plus complexes que ce que nous prédisent les modèles actuellement, et il y a un fort lien entre les planètes et les disques de débris. En termes de fréquence, on est encore assez frileux pour donner des valeurs, mais disons qu'on est à moins de 10% pour les étoiles tardives, pour les planètes géantes massives au-delà de l'orbite de Pluton. Alors, je vais vous parler de SPHERE, un instrument qu'on a construit depuis 10 ans en fait, et qui vient d'être installé sur le VLT l'année dernière et que l'on commence tout juste à utiliser. Donc, SPHERE est un imageur de planètes. Il va avoir une optique adaptative extrême, donc bien plus performante que l'optique adaptative qu'on a. Là, vous voyez la même image que tout à l'heure, le front d'onde perturbé, et là, un front d'onde restitué extrêmement stable. Alors que là, par exemple, il est encore beaucoup moins assez bouillonnant. Donc, des images de qualité extraordinairement bonnes. Là, je ne peux pas m'empêcher. Voilà, la boucle fermée. Non, c'est vraiment très, très beau. Et c'est quand même... Là, vous voyez, une fois que la boucle est fermée, on a vraiment une qualité, une stabilité d'image extraordinairement bonne. Mais il faut soigner absolument tous les aspects de l'instrument et ne laisser aucune marge d'erreur possible. On a toute une série de coronographes. On pratique l'imagerie différentielle spectrale. Ceci, avec la technique que l'on applique, c'est pour vous montrer ce qui c'est pas complètement facile à détecter. Voilà la signature d'une planète, maintenant, telle qu'on va la voir avec SPHERE dans les cas des objets très faibles. Donc vous voyez, ça n'a pas l'air d'une planète vraiment, et c'est vraiment ce genre de signal qu'il va falloir détecter pour les objets très faibles. Un spectrographe intégral de champ qui va nous permettre de faire de la spectroscopie de ces planètes. Voilà SPHERE en décembre 2013 à l'Institut d'astrophysique de Grenoble. Le voilà en janvier 2014 prêt à être embarqué. Alors ça, je n'avais pas prévu. Le voilà en salle de réintégration et le voilà sur le télescope en avril 2014. La première lumière de SPHERE, donc vous voyez ici une étoile non corrigée, une étoile corrigée. La même chose ici, là vous ne le voyez pas, mais il y a une étoile qui n'était pas corrigée et vous la voyez maintenant corrigée. On a la meilleure qualité d'image qui ait jamais été donnée sur un télescope de 8 mètres. Quelques résultats, je vais aller très vite. L'image d'un disque que notre communauté connaît bien, disque de poussière pour lequel on pense qu'il y a vraisemblablement, là vous voyez, il a une forme d'anneau extrêmement fin et on pense que ces anneaux sont dus à la présence de planètes plus ou moins loin qui vont confiner la poussière dans cette région-là. Alors, pour vous donner, parce que c'est quand même une belle histoire, HR 4796, ce système, on l'a observé, on avait commencé, je crois, avec Pierre Léna il y a longtemps, en 1996. Vous voyez l'image qu'on avait sur un télescope de 3,60 m avec le premier système d'optique adaptative. Ce qu'on avait en 2003, ce qu'on a réussi à avoir en 2012 avec beaucoup de traitements d'images et des instruments, une meilleure utilisation de l'optique adaptative sur le 8 mètres. Et voilà maintenant ce qu'on a avec SPHERE depuis un an. Et voilà ce qu'avait le NICMOS
sur le télescope spatial. Donc vous voyez une qualité d'image étonnante. Une autre image que je n'ai pas le droit de vous montrer normalement, mais qui est quand même très très belle, d'un disque en formation, où là on a quasiment la théorie qui est pas prouvée, mais c'est une illustration très très forte de la théorie des disques, de la formation des disques. Un autre résultat que moi je trouve magnifique, qui est autour d'une étoile ahumique. Donc c'est une étoile M sur laquelle un disque est connu depuis longtemps. Mais vous voyez ici ces espèces de structures, ces arches qui sont actuellement étudiées et analysées par Anthony Boccaletti et qu'on n'avait jamais vu avec cette qualité-là. Alors en remontant dans des vieilles données HST, Hubble, du télescope spatial Hubble, vous voyez ici ces signatures là qu'on voyait à peine, et là maintenant elles sortent très très bien avec nos images, et vous voyez qu'en fait on voit ces structures qui vont se déplacer loin de l'étoile, et notre objectif actuel c'est de comprendre évidemment l'origine de ces structures et est-ce qu'elles sont liées à la présence de planètes ou pas. Alors, Beta Pictoris, maintenant, sur laquelle on avait vu notre planète avec tellement de difficultés il y a quelques années, maintenant, la planète est tellement facile à voir qu'on la voit sur l'écran de contrôle du télescope. C'est incroyable. Donc, on la détecte très facilement. On espère la détecter encore pendant le plus longtemps possible, parce que maintenant, elle va se rapprocher de l'étoile et peut-être voir si à un moment, il y a un transit. Une autre chose intéressante, là vous voyez une image qu'on avait obtenue du disque de poussière autour de Beta Pictoris, avec, on arrivait à le détecter jusqu'à à peu près une vingtaine d'unités astronomiques, et avec Sphère, alors là c'est une réduction préliminaire, hein, parce que nos données sont récentes, là vous voyez qu'on détecte le disque jusqu'à quasiment, jusqu'au niveau de la planète en fait, donc à peu près 8-9 unités astronomiques maintenant. Donc évidemment on va beaucoup mieux étudier l'interaction disque-planète. Un autre résultat, donc là je vous montre les mesures de vitesse radiale qu'on avait avec ARPS sur Beta Pictoris. Donc ça c'est les limites sur la présence de planètes. Donc ça nous dit que les limites de détection, ça veut dire qu'on n'a pas de planète, par exemple de 10 masses de Jupiter à 0,1 unité astronomique. Et ça, c'est les limites qu'on avait avec NACO en utilisant beaucoup de données. Et Sphère va nous permettre de faire un pont bien meilleur, le meilleur pont possible entre les vitesses radiales et l'imagerie directe. Alors maintenant, quelques résultats très vite. Très rapidement, donc là je vous parlais des étoiles avec du méthané en imagerie différentielle, donc ça c'est un objet, une naine brune méthanée. Vous voyez ici observé en dehors de la ligne de l'arrêt du méthane, observé sur l'arrêt du méthane, elle est absorbée, on ne la voit pas parce qu'il y a beaucoup de méthane. Et quand on fait l'imagerie différentielle, vous voyez ici la petite signature un peu complexe finalement que l'on a par rapport aux signatures de planètes traditionnelles, la signature d'un compagnon méthané. D'autres résultats, je vais passer, le système 87-99 que Daniel a montré, plus des observations spectroscopiques qui nous permettent de caractériser la température, la gravité de ces planètes. Je vais passer là-dessus et je vais terminer quasiment sur notre projet. Donc, en l'échange de la construction de l'instrument, on a obtenu plus de 200 nuits de temps garanti sur 5 ans qui ont débuté en février. On a eu des observations encore cette nuit. Et j'ai oublié de dire que l'instrument Sphère est disponible à la communauté à partir de demain, en fait, à partir du 1er avril, et ce n'est pas une blague. Jusqu'à présent, on était en période de test. Et donc, en fait, pendant 5 ans, on va suivre plusieurs centaines d'étoiles pour essayer de trouver des nouvelles planètes. On va chercher typiquement des planètes au-delà de 5 unités astronomiques. On va essayer de faire le plus possible la jonction avec les méthodes indirectes. Notre objectif, c'est de déterminer la statistique des géantes sur ces gammes de séparation, faire des études individuelles et contraindre les processus de formation. Donc voilà comment on va paver finalement le diagramme masse-distance.
Voilà les limites de détection que l'on a avec NACO, les limites en gros les limites de ce qu'on a avec les méthodes indirectes, vitesse radiale, transit, voilà ce que Sphère va nous donner. Donc vous voyez, on va vraiment s'approcher très très fort des planètes détectées en vitesse radiale. Voilà, Daniel a déjà parlé des observations avec le télescope James Webb en 2018 et en particulier avec l'instrument MIRI qui a été construit en Europe et les coronographes associés. Et Daniel a aussi parlé de l'ELT, de l'Extremely Large Telescope, télescope donc de 39 mètres de l'Europe. Et vous voyez que là, nos limites de détection, on va aller là. C'est les limites de détection attendues. Si on arrive à construire quand même un instrument de la qualité de Sphère sur le télescope de 39 mètres, ce qui est quand même assez difficile a priori, mais l'objectif c'est vraiment d'arriver là, donc de détecter des masses de planètes très faibles et d'aller encore plus près des étoiles. Là on est à 2 unités astronomiques des étoiles avec l'ELT. Donc je vais m'arrêter sur ces projets du futur cet instrument-là dont j'ai donné les limites, là, on espère l'avoir peut-être en 2025-2030, probablement plutôt 2030 que plus tôt. Voilà, mais je vous remercie. Merci beaucoup Anne-Marie. Et on va avoir la place pour, disons, 3 questions. Allez, alors encore Jean Schneider, vas-y. Tu as parlé des avantages de l'imagerie. Je voudrais en ajouter un, c'est que on peut sonder l'atmosphère d'une planète par transit, mais malheureusement, cette méthode est extrêmement limitée parce qu'on observe le transit que pendant entre 1/100e et 1/1000e de la période orbitale, alors que l'imagerie permet de suivre la météorologie et la climatologie de la planète. Oui, alors j'aurais dû en parler, effectivement. On a d'ailleurs commencé des projets là-dessus, et on a déjà des données, mais pour voir à quelle précision on peut aller sur la mesure des variations photométriques, et c'est très, très prometteur. Ouais. D'autres questions ? Oui, Franck ? Tu as parlé un peu des fréquences de ces planètes-là en mentionnant 10-20%. Est-ce qu'a priori, cette fréquence-là, on peut directement l'additionner aux 14% dont parlait Michel et qui sont obtenus par vitesse radiale jusqu'à des périodes de quelques années ? C'est compliqué parce que là, on est sur des étoiles jeunes, alors que les étoiles de vitesse radiale sont des étoiles plus sur la séquence principale, donc plus vieilles. Cela dit, je pense qu'on va trouver, il n'y a pas de raison de penser qu'il n'y a pas de planète. Ce serait quand même bizarre de penser qu'il n'y a pas de planète géante au-delà de 5 unités astronomiques des étoiles vieilles. Donc, c'est un chiffre à considérer. Mais comme je l'ai dit, il faut être très prudent sur ces chiffres-là parce qu'ils sont quand même assez dépendants des modèles. Mais finalement, l'âge, qu'est-ce que ça peut changer ? Tu veux dire, par exemple, que la migration pourrait faire passer d'une catégorie longue période à une catégorie courte période, et c'est ça qui rend la chose difficile. D'accord. Là, et c'est pour ça qu'en fait, on va regarder des étoiles, en gros, entre 10 millions d'années et plusieurs centaines de millions d'années pour voir s'il y a des effets de cet ordre-là. Oui, Michel. Quelles sont les masses, si tu as montré plusieurs planètes détectées autour des étoiles, quelles sont les masses de ces étoiles ? Alors, les masses des étoiles, oui, ça c'est très intéressant. C'est que jusqu'à présent, curieusement, je vais reprendre mon petit diagramme là. Pardon. Les masses, les planètes, ce qu'on appelle vraiment, ce qu'on peut vraiment appeler des planètes, les étoiles massives et des planètes de masse plus petite que 20 masses de Jupiter, les plus proches, c'est toutes des étoiles A pour l'instant. Donc des étoiles un peu A, de type spectral A, donc plutôt massives. La seule véritable planète qu'on ait autour d'une étoile G, c'est GJ 504, et elle fait 13 masses de Jupiter, elle a la transition naine brune.
Elle est à 50 unités astronomiques, donc on commence déjà à être loin. Et puis après, on a plusieurs planètes à la transition naine-brune, donc dans cette zone-là, autour d'étoiles M. Mais celles qui sont proches, là, celles qui sont proches et près de l'étoile, peu massive, et ben en gros, c'est 87-99 et Beta Pic. Et ce sont des étoiles A. Et même la 4-5 masse du Jupiter que j'ai montré tout à l'heure, c'est une étoile A. Donc est-ce qu'il y a un effet? Je ne sais pas, on n'a pas non plus de grandes statistiques. Hein. Et puis sur la diapo précédente, sur l'image précédente, voilà, est-ce qu'on a les masses des objets bleus? Oui. Les étoiles qui sont Oui, enfin, on peut le savoir. plutôt massives. Moi, c'est pas celle qui m'intéresse le plus, donc je sais, j'ai pas en tête. Je l'ai pas vraiment en tête. Je pense qu'il y a de tout, en fait. Merci. Disons, il n'y a pas de biais de sélection là-dessus. Une dernière question, Antoine Labeyrie. Sur les courbes, sur les courbes que tu avais montrées, là, il serait intéressant d'ajouter le cas d'une ouverture de 100 mètres et puis 1 kilomètre avec optique adaptative, donc le cas hypertélescope. Oui, on peut.